Le réchauffement climatique nous frappe de plein fouet. Les superlatifs manquent ce soir pour qualifier les 2 incendies qui ravagent la Gironde depuis près d'une semaine. 33 jours de canicule au total. Les spécialistes estiment que ce n'est qu'un début. Orages et vents d'intensité inédite. Vagues de chaleur, tempêtes, inondations au nord du pays, tandis que le sud manque d'eau. Et le phénomène est mondial. Les séquoias géants d'Amérique partent en fumée. La Chine et l'Inde s'assèchent. Au Pakistan, la mousson fait des millions de déplacés. Cela fait pourtant 50 ans que certains nous préviennent du réchauffement climatique à venir et alertent l'opinion. Pourquoi ne pas les avoir entendus? Parce que depuis 50 ans, une bataille se joue entre ceux qui veulent sauver le climat par une transition écologique et ceux qui ont choisi de l'ignorer par intérêt économique, par inconscience feinte ou par déni. David contre Goliath. Goliath a beaucoup de moyens, beaucoup de moyens, et se fatigue jamais. La majorité de la population a intérêt à ce que la transition se fasse, mais une minorité n'a pas intérêt. Nous allons vous raconter cette lutte d'un demi-siècle, ses échecs, ses victoires et ses points de bascule. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Vécu par les femmes et les hommes engagés dans cette guerre climatique. L'analogie avec la guerre est appropriée, car nous nous organisons pour la victoire. Il y a encore des raisons d'espérer, car le combat n'est pas terminé. Nous les humains avons causé le problème, et nous les humains avons la capacité de le résoudre. Juin 2022. Le monde vit ses pires catastrophes climatiques. Le 6e sommet de la Terre s'ouvre à Stockholm. Des manifestants de tous les pays se mobilisent pour sauver la planète. Dans l'enceinte de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres appelle au combat. The Paris Agreement showed the way, but we must act on these commitments. Otherwise, they are nothing but hot air, and hot air is killing us. Ce désastre était annoncé. L'alerte a été donnée exactement au même endroit, il y a 50 ans. Juin 1972, le tout premier sommet de la Terre à Stockholm. 113 pays sont représentés. L'objectif? Lutter contre la pollution et mieux gérer les ressources de la planète. À la tribune, la première ministre de l'Inde, Indira Gandhi, fait une sombre prédiction. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. L'ONU adopte unanimement la déclaration de Stockholm, avec pour la première fois de l'histoire, la mention d'un nouveau danger pour l'humanité, le changement climatique. Il est recommandé que les gouvernements se préoccupent des activités qui comportent un risque appréciable de répercussions sur le climat. Ce risque est connu des scientifiques depuis le 19e siècle. Le dioxyde de carbone, ou CO2, s'accumule dans l'atmosphère lorsqu'on brûle des énergies fossiles, le charbon, le pétrole ou le gaz, ou que l'on coupe les forêts qui l'absorbent. Cela crée un effet de serre qui agit comme une couverture jetée sur la Terre, faisant grimper la température générale. Un premier modèle climatique simple montre dès 1967 que l'effet de serre pourrait à long terme provoquer une fonte partielle des calottes glaciaires et une hausse du niveau de la mer. En 1972, l'ampleur de ce réchauffement planétaire causé par l'humain demeure cependant encore incertaine et interroge. Moi, je crois une chose, que depuis, il y a tout ce qui vole en l'air, hein, qui ont un peu détraqué un peu le temps. Hein. Ah, moi, j'y crois pas, quoi. C'est un peu, peut-être, de façon générale,
la Terre qui se réchauffe ou qui se refroidit. Après la conférence de Stockholm, c'est à la NASA que l'inquiétude monte d'un cran. Quand un jeune astrophysicien parvient, grâce à des modèles plus complexes, à prédire mathématiquement le climat du futur. Ce qu'il découvre est effrayant. Il s'appelle James Hansen et au départ, son sujet d'étude, c'est Vénus, la planète la plus chaude du système solaire. Le génie de Hansen va être de comparer Vénus à ce qui est en train de se produire sur Terre. La question intéressante à propos de Vénus était de savoir pourquoi il y fait si chaud. Il s'est avéré que c'était parce que Vénus a beaucoup de dioxyde de carbone dans son atmosphère et qu'elle est plus proche du Soleil. En accumulant du CO2 atmosphérique, la Terre va-t-elle devenir une deuxième Vénus? Pour répondre, James Hansen va utiliser des simulations informatiques qui prédisent le climat terrestre si les émissions de CO2 continuent de croître. Il va alors chiffrer l'ampleur possible du changement climatique. Son résultat est sans appel. Les modèles ont estimé que cela provoquerait un réchauffement d'environ 3 degrés Celsius. C'est énorme, ce qui rendrait la Terre plus chaude qu'elle ne l'a été au cours du dernier million d'années. Sur Terre, chaque dixième de degré supplémentaire perturbe l'équilibre du climat planétaire. La fréquence et l'ampleur des catastrophes naturelles augmentent considérablement. Au-delà de 2 degrés Celsius, on entre en territoire inconnu. Nul ne peut prédire les conséquences pour l'humanité. Nous avions prédit qu'au XXIe siècle, nous verrions une augmentation des phénomènes extrêmes de sécheresse et de tempêtes. Et pour l'essentiel, ces choses se sont réalisées. Pour éviter cette catastrophe annoncée, il faut baisser drastiquement la consommation d'énergie et remplacer les combustibles fossiles par des sources non émettrices de CO2. Dès les années 1970, l'enjeu de la bataille est posé. Christophe Bonneuil a enquêté sur les coulisses du combat climatique dans ces années-là. En 72, il y a des gens qui s'inquiètent, il y a des gens qui ne s'inquiètent pas, il y a des gens qui instrumentalisent le climat pour dire il faut développer le nucléaire, et il y a des gens qui s'en inquiètent très sincèrement et qui se disent qu'il faudrait changer de trajectoire, revoir nos conceptions de la croissance et modifier nos modèles de développement. Donc on a un moment où tous les décideurs scientifiques, économiques et politiques de haut niveau sont au courant et en discutent. À l'époque, tous les décideurs politiques connaissent l'ampleur du danger et les solutions à mettre en place. Ils auraient pu agir, mais en 1973, le premier choc pétrolier, puis le deuxième 6 ans plus tard, provoque une flambée des prix du pétrole qui met le monde à l'arrêt. John Kerry, ancien sénateur, secrétaire d'État et actuel envoyé spécial du président Joe Biden, se remémore cette période critique. Je me souviens, j'étais assis dans ma voiture, j'y passais des heures. Je lisais mes contrats et mon droit pénal en avançant très lentement pour pouvoir prendre de l'essence. Parce qu'il y avait de graves pénuries et une énorme crise. C'était la première fois que l'Amérique, sous le choc, se réveillait face aux réalités des crises énergétiques. L'occasion est unique pour renoncer aux fossiles et développer les énergies alternatives. Mais paradoxalement, c'est l'opposé qui se produit. Les pays se ruent sur le pétrole pour constituer des réserves stratégiques. Ils y sont encouragés par la très puissante Agence internationale de l'énergie. Son rôle, veiller à l'approvisionnement énergétique de ses pays membres. Fatih Birol, son directeur, défend les choix de l'époque. Les pays ont compris qu'ils devaient produire de l'énergie chez eux. Les gouvernements ont besoin d'avoir des stocks de pétrole dans le sol, de telle sorte que si une telle crise se reproduisait, une perturbation de l'approvisionnement, ils puissent amener ce pétrole sur les marchés afin de défendre l'économie et de rassurer ces marchés. Pour la sécurité énergétique et ce marché lucratif, les États-Unis relancent la production d'or noir sur leur territoire.
Les zones les plus difficiles d'accès, comme l'Alaska, ne sont pas épargnées. De son côté, l'Europe, dépourvue de ressources, cherche la parade. La France en premier lieu. En France, on a toutes sortes de choses. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Des idées comme le nucléaire. Les centrales poussent alors comme des champignons. Mais l'enjeu, c'est l'indépendance énergétique, pas le climat. Les rares fois où l'on en parle, même les défenseurs emblématiques de la nature s'empoignent. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Il y a l'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a donc d'abord la végétation, qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part. Exactement. Et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. Vous êtes en train de paniquer les populations. Là. À l'époque, l'optimisme rassurant du commandant Cousteau est partagé par beaucoup. Un déni de la réalité qui retarde la mise en place de solutions. Pire, dans l'ombre, d'autres orchestrent ce déni. Les compagnies pétrolières font d'abord mine de s'intéresser au problème. Dans une publication de la société Total de 1971, un article de 8 pages explique les risques d'émettre trop de CO2 dans l'atmosphère. Il évoque des conséquences catastrophiques. ExxonMobil, le géant américain, va même jusqu'à financer des études sur le réchauffement climatique. Il y avait un tanker de Exxon à la fin des années 70 qui sillonnait les océans pour prendre des mesures de la composition de carbone dans l'atmosphère et les océans. Mais au milieu des années 80, ces compagnies pétrolières vont complètement changer de stratégie et adopter la stratégie de fabrique de l'ignorance et se mettre à dire « Ah mais non, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, on n'est pas sûr qu'il y ait une responsabilité humaine ». Les PDG de ces compagnies, ils sont nommés pour faire gagner de l'argent à leurs actionnaires. Donc ils essayent d'acheter du temps par une multiplicité de stratégies. Et les sociologues et les historiens parlent d'un répertoire de la procrastination. Pendant que les majors pétrolières tissent leur toile, un homme peut faire basculer le cours des choses. En 1977, le démocrate Jimmy Carter devient le 39e président des États-Unis. 6 mois plus tard, un mémo particulièrement alarmant tombe sur le bureau ovale. L'objet, rejet de CO2 et risque pour le climat. L'urgence du problème vient de notre incapacité à passer rapidement à une source non fossile d'énergie dont les effets négatifs deviendront incontestables peu après l'an 2000. Jimmy Carter crée le premier département de l'énergie de l'histoire des États-Unis. Le plus gros émetteur de CO2 veut développer les énergies renouvelables. Il donne l'exemple en installant 32 panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche. By the end of this century, I want our nation to derive 20% of all the energy we use from the sun. This is a bold proposal, and it's an ambitious goal. But it is attainable if we have the will to achieve it. Un premier pas vers la transition énergétique. Un grand espoir pourrait voir le jour. Deux camps s'opposent. D'un côté, les compagnies pétrolières et leurs alliés, de l'autre, quelques scientifiques, l'ONU et la présidence Carter. La bataille s'engage, il y a urgence.
Pendant ce temps, la température planétaire s'est élevée de 0,3 degrés par rapport au 19e siècle. Mais dès 1980, les espoirs s'effondrent. Jimmy Carter est évincé par Ronald Reagan, l'ennemi de l'État fédéral et des écologistes. Il ne croit pas au changement climatique. Il s'oppose à toute forme de régulation. Pour lui, la croissance et les ressources sont illimitées. America must get to work producing more energy. The Republican program for solving economic problems is based on growth and productivity. Large amounts of oil and natural gas lay beneath our land and off our shores untouched. L'or noir devient le symbole de la réussite. Ce nouveau rêve américain envahit les écrans. Les années 80 synonymes de course à la croissance. Plus la vie devient confortable, plus on consomme de l'énergie. Et le charbon, le pétrole et le gaz fournissent plus de 80% des besoins mondiaux. Les pays pétroliers se frottent les mains. Au sein de l'OPEP, la question principale était de savoir comment nous pouvions augmenter la part du pétrole dans le mix énergétique mondial et comment défendre les intérêts des pays producteurs de pétrole. Le changement climatique n'était donc pas un sujet important. En Europe, c'est le début de la mobilisation. En 1986 est adopté l'Acte unique européen qui donne à l'Europe une nouvelle compétence, la lutte pour l'environnement. Pendant qu'aux États-Unis, les recherches sur le climat sont attaquées. Nous nous attendions à recevoir 230 000 $ par an pour la recherche sur le CO2 et le climat, parce qu'ils avaient été promis par le président Carter. Mais lorsque le président Reagan a été élu, ils ont voulu minimiser le climat. Notre financement a donc été réduit à 0. Vous savez, la science ne devrait pas être dépendante de la politique, mais malheureusement, elle l'est souvent. De plus, l'attention des politiques est captée par un autre problème urgent, le trou de la couche d'ozone. Allons-nous griller sur Terre? La couche d'ozone est une couche de gaz qui protège la Terre des rayons nocifs du Soleil. Et elle est en train de disparaître. Les cas de cancer de la peau vont se multiplier. L'agriculture s'appauvrir. La menace se précise. Selon la dernière enquête de la NASA, la couche d'ozone n'a jamais été aussi mince qu'actuellement. Les responsables? Les chlorofluorocarbures, CFC, gaz utilisés en particulier dans les réfrigérateurs et les aérosols. Lorsqu'ils s'échappent dans l'atmosphère, ils détruisent les molécules d'ozone. C'est le Britannique Robert Watson, chimiste à la NASA, qui a contribué à révéler le danger. Il a été désigné pour faire une évaluation internationale et trouver une solution. C'est un problème mondial. Il faut que des scientifiques de tous les pays du monde soient impliqués afin que leur gouvernement estime que c'est un processus légitime. Et ce, qu'il s'agisse de la couche d'ozone, du changement climatique, de la biodiversité ou de l'agriculture. 1987, les scientifiques et politiques aboutissent à la signature du protocole de Montréal. L'usage des CFC est interdit. Désormais, la publicité vante des déodorants sans CFC, tout en coupant la forêt, capteur naturel du CO2. Le climat n'est toujours pas la priorité. Les enjeux mondiaux ne sont pas les mêmes. Oh, et préserve la couche d'ozone. Les combustibles fossiles fournissent 80% de l'énergie mondiale. Et malheureusement, nos gouvernants sont fortement sous l'influence de l'industrie des combustibles fossiles. Les années défilent. Il y a toujours plus important, plus urgent que le climat. Quand soudain, l'été 1988, un phénomène extrême va retourner la situation.
Les États-Unis victimes de la sécheresse. Jour après jour, la situation se dégrade. Aujourd'hui, une trentaine d'États, peut-être 40, seraient au bord de l'asphyxie. Le scénario traditionnel et classique des raisins de la colère refait surface avec en toile de fond des images de poussière et une terre synonyme de désolation. Une sécheresse historique s'abat sur les États-Unis. Our oldest national park is under siege tonight. The president to declare Yellowstone National Park a national disaster area. Le Sénat américain cherche une explication. C'était une journée de juin très chaude. Et nous étions tout un petit groupe au sein du Sénat, avec Al Gore, Tim Wirth, Jack Hincks, quelques républicains, John Warner. On avait lu et entendu parler de ce défi. Et on a commencé à en prendre conscience. C'était donc une période où les gens s'intéressaient au climat et à la météo. Et donc le bon moment pour essayer d'attirer l'attention sur le problème à long terme du changement climatique mondial. Les sénateurs demandent donc à James Hansen de témoigner. What I'd like to do, if we might today, is to start with Dr. James Hansen, the director of the Goddard Institute for Space Studies. Mr. Chairman and committee members, you are going to have to talk right into the microphone. L'occasion d'alerter le pouvoir est unique. Hansen ne doit pas la gâcher. Okay. There you go. Right into it. Thank you for the opportunity to present the results of my research on the greenhouse effect, which has been carried out with my colleagues at the NASA Goddard Institute for Space Studies. I would like to draw three main conclusions. Number one, the Earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe, with a high degree of confidence, a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that the greenhouse effect is already large enough to begin to affect the probability of extreme events such as summer heat waves. Je ne sais pas si je suis un très bon orateur, mais comme il faisait particulièrement chaud ce jour-là, il y avait beaucoup de journalistes et beaucoup de caméras de télévision. Jim Hansen nous a vraiment galvanisés. Ce témoignage est un point de bascule dans ce combat dont se souviendront longtemps tous ceux d'entre nous qui étaient là, qui l'ont vu et qui ont été marqués par lui. 18 ans après le premier cri d'alarme à Stockholm, les journaux l'annoncent. Le réchauffement climatique a commencé. Un nouveau front s'ouvre, la bataille médiatique. Ce battage fait sortir du bois les ennemis du climat. Aux États-Unis, une partie des républicains fourbit ses armes. Jerry Taylor en est alors l'un des représentants les plus virulents. Il agit pour le compte du Cato Institute, un think tank financé par les dollars du pétrole. Sa mission ? Tirer à vue sur l'action climatique. La première fois que le sujet est apparu sur mon radar et a nécessité mon attention immédiate, c'est après que James Hansen ait témoigné devant le Sénat en 1988. Et ce témoignage a vraiment eu des répercussions sur la politique américaine, même à droite. Ça a été le début de la mobilisation des conservateurs contre l'action climatique. Si vous admettez que le changement climatique est une menace grave pour la race humaine et pour la planète, cela implique une action collective du gouvernement pour y répondre. Et beaucoup de gens de droite aux États-Unis ne se considèrent pas comme ayant été mis sur terre pour faciliter un recours massif au gouvernement, ni pour répondre aux préoccupations de politique publique. 1988, coup de théâtre. À l'ordre du jour du G7, la dette des pays pauvres, la sécurité et le climat. Sous la pression de la communauté internationale, les grands de ce monde créent le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Contre toute attente, les deux dirigeants à la manœuvre sont les plus conservateurs. La première ministre britannique Margaret Thatcher et le président américain Ronald Reagan. Ce dernier agit à des fins tactiques. Il préfère créer un GIEC autonome, en dehors de l'ONU, dont il se méfie. Margaret Thatcher, elle, a un véritable intérêt pour le sujet.
L'un des leaders mondiaux qui a adopté l'idée très rapidement était Margaret Thatcher. Et ce n'est pas surprenant. Elle était chimiste de formation. Elle aimait vraiment la science. Et elle comprenait parfaitement le problème. Elle avait de très bons rapports avec le président américain. Donc très rapidement, les hauts dirigeants de différents pays ont soutenu l'idée. Et finalement, l'idée de créer le GIEC a été proposée à l'Assemblée générale des Nations unies, qui l'a acceptée. Margaret Thatcher devient porte-parole de la cause climatique. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. Charged today with preserving life itself, may we all be equal to that task. Thank you, Mr. President. Pour la Dame de Fer, dénoncer l'impact des énergies fossiles, c'est aussi promouvoir le nucléaire et contrer le puissant syndicat du charbon avec qui elle est au bord de la guerre civile. Mais une nouvelle élection change la donne. Le Texan George Bush, dont la famille a fait fortune dans l'or noir, est élu 41e président des États-Unis. Les pétroliers entrent à la Maison-Blanche. En 1989, pour mettre la pression sur la nouvelle administration, le démocrate Al Gore invite à nouveau James Hansen à témoigner devant le Congrès. Mais le bureau ovale exige de lire la déclaration du chercheur avant le jour J. En 1989, ils voulaient que je modifie mes déclarations pour que les effets climatiques apparaissent moins certains et moins importants. J'ai alors envoyé une note au sénateur Gore pour lui dire qu'il y avait certains paragraphes et certaines phrases qui n'étaient pas de moi. Elles avaient été écrites par la Maison-Blanche. James Hansen prévient le sénateur Gore qu'il refuse de témoigner dans ces conditions. Le sénateur le convainc d'organiser une mise en scène devant les caméras. Hansen lira le texte amendé et le sénateur jouera l'étonnement. Why do you directly contradict yourself in the testimony you're giving about this scientific question? The last paragraph in that section was not a paragraph which I wrote. That was added to my testimony. If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them. Je savais qu'il y allait avoir des problèmes, mais j'ai pensé que nous devions le révéler. Le public devrait savoir que le gouvernement essaie de contrôler les informations qu'il reçoit. Pendant les 15 années qui ont suivi, j'ai évité les médias. J'ai supposé que les politiques gouvernementales allaient résoudre le problème, mais cela ne s'est pas passé comme ça. En révélant la tentative de fraude, le scientifique devient ce jour-là et ne cessera plus d'être un lanceur d'alerte. Le problème s'aggrave. La température planétaire s'est élevée de 0,5 degrés et le CO2 ne cesse de grimper. Les industries fossiles sont soutenues par le pouvoir américain. Les scientifiques se sont fédérés au sein du GIEC et les médias alertent l'opinion. Les défenseurs du climat gagnent du terrain. Mais une fois encore, l'actualité va briser leur élan. « 1990, l'Irak envahit le Koweït. En réponse, les États-Unis déclenchent la guerre du Golfe pour garder l'accès aux gisements. L'or noir est plus que jamais vital. C'est le carburant d'une économie qui se mondialise. Entre l'ouverture de la Chine, la naissance d'Internet et de la téléphonie mobile, les besoins en énergie sont sans précédent. Les constructeurs d'ordinateurs ont ouvert une nouvelle voie, celle du portable. Le Pointel, le téléphone de 1990. Vous jugez du progrès? La lutte contre le réchauffement est plus que jamais menacée. Mais la fin de la guerre froide va relancer les dés. Un nouvel ordre mondial naît. Laurence Tubiana, économiste et diplomate, entre dans la bataille climatique et va jouer un rôle clé.
La fin de la guerre froide, c'est la possibilité, on peut s'entendre, on peut travailler ensemble. Et ça libère l'idée d'un vrai multilatéralisme qui était de facto complètement bloqué aux Nations Unies par ce conflit. C'est une idée très puissante, l'idée que le climat, c'est notre production à tous, c'est quelque chose qu'on partage, mais aussi qu'on abîme tous ensemble. Et donc c'est vraiment l'histoire du commun. L'Europe réunifiée veut prendre le leadership climatique. Elle va tenter de s'imposer lors du 3e sommet de la Terre en juin, à Rio. 20 ans après Stockholm, l'ampleur de l'événement est tout autre. Une série de catastrophes écologiques a secoué les consciences. Bhopal, Tchernobyl, Exxon Valdez et le trou de la couche d'ozone. 150 pays, de nombreux chefs d'État, scientifiques, ONG et citoyens sont là. C'est le sommet le plus médiatique de l'histoire. 10 000 journalistes couvrent l'événement. And far beyond what happened in Stockholm in 1972, this conference, this Earth Summit, is going to change the political dynamics of the world. Même les plus opposés aux régulations comme George Bush semblent se mettre au vert. We come to Rio prepared to continue America's unparalleled efforts to preserve species and habitat. Que cette conférence soit surtout le début d'un processus destiné à se poursuivre et à s'amplifier. Le sommet de Rio a essayé de dire on peut avoir le même niveau de bien-être en se développant différemment. Et c'est l'idée, est-ce que justement on pourrait changer de consommation? Est-ce qu'au fond on pourrait avoir une économie circulaire? L'Europe est à la manœuvre. Elle a dans sa manche un plan climat, avec la création d'une autorité mondiale de l'atmosphère, une baisse de 20% des émissions de CO2 et une taxe carbone. Mais 3 semaines avant Rio, au Conseil des ministres de l'Industrie, la taxe carbone est totalement pilonnée. Elle est abandonnée par un lobbying des industries fossiles sur les ministres de l'industrie de leurs différents pays. En France, c'est Strauss-Kahn, et Strauss-Kahn participe au pilonnage de cette proposition européenne. Le commissaire à l'environnement à Bruxelles de l'époque, c'est un Italien, Ripa Di Meana. Il est tellement furieux que cette proposition qui était négociée, préparée depuis 3 ans au niveau européen, soit torpillée de cette façon-là, qu'il va démissionner. Et donc effectivement à Rio, le commissaire à l'environnement a démissionné avant de venir. On voit déjà la vigilance et l'agressivité des industries de l'énergie fossile pour barrer à chaque fois, engager à chaque fois la bataille pour qu'on n'avance pas. L'échec de l'Europe fait perdre des décennies à l'action climatique. Rio accouche tout de même des conférences onusiennes dédiées au climat, les fameuses COP annuelles, alors que les sommets de la Terre reviennent tous les 10 ans. La diplomatie climatique, nouvelle arme puissante, voit le jour. L'intensité du combat va redoubler. Car dans la société, les représentations ont la peau dure. On vante toujours les grosses bagnoles qui consomment, signe extérieur de la réussite de l'homme. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. La première COP se tient à Berlin, présidée par une certaine Angela Merkel. L'objectif est de signer un accord contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour maintenir une hausse de température planétaire en dessous de 2 degrés. Au-delà, on redoute des catastrophes en chaîne. Cette limite est confirmée par le GIEC, qui produit des rapports de plus en plus inquiétants. Robert Watson en est le nouveau président. Au fur et à mesure que nous avons avancé dans ces rapports, nous n'avons pas seulement examiné attentivement les moyennes mondiales de température, mais aussi les précipitations, les événements extrêmes, comme les inondations et les sécheresses. Nos connaissances se sont renforcées au fur et à mesure que nous sommes passés du rapport de 1990 au rapport actuel. Plus le GIEC apporte des preuves, plus le camp anti-climat se durcit.
Le Sénat, en majorité républicain, convoque Robert Watson face à Fred Singer, un physicien connu pour avoir nié les dangers du tabagisme passif, l'origine humaine du trou de la couche d'ozone et du changement climatique. Fred Singer est la caution scientifique des conservateurs. Ici, pour contredire le deuxième rapport du GIEC. What is this document, this U.S. views on global climate change? That's a political document. It's not a scientific document. Consensus applies to me, unanimity. We have, in fact, Surveyed the scientists, the U.S. scientists, who worked on the IPCC report and found a tremendous lack of unanimity. First, Fred Singer a toujours été un sceptique. Il était sceptique sur le trou de la couche d'ozone. Il avait complètement et totalement tort sur la question de l'ozone, et il avait totalement et complètement tort sur la question du climat. Mais il faut s'asseoir là et écouter quelqu'un comme Fred utiliser la science à mauvais escient, la détourner totalement à des fins politiques. La science devient la cible d'attaques incessantes de la part des pétroliers comme le patron d'Exxon. The scientific evidence remains inconclusive as to whether human activities affect the global climate. It's a long and dangerous leap to conclude that we should therefore cut fossil fuel use. Elf, Total, BP et Shell vont suivre complètement la stratégie très dure de déni climatique de Exxon entre 88 et 93. À partir de 94-97, les compagnies européennes vont se désolidariser de la ligne dure des compagnies américaines et vont changer de position. Elles vont dire oui, le GIEC a raison, mais par contre, les solutions, c'est nous qui les avons. Laissez-nous faire, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. C'est ce que suggère le lobbyiste Jerry Taylor sur les plateaux télé. Sa stratégie, ne pas nier le changement climatique, mais nous faire douter de sa gravité. The country or the world be serious about global warming? Well, our position is that it indeed looks like the world is warming, and it indeed looks as if industrial emissions are playing a role in that. We don't know for certain, but all the circumstantial evidence certainly points there. But the warming that we've seen so far has been far more modest than a lot of the computer models would have suggested we should have seen by this point. And the pattern of warming has been different from the way a lot of people think of it. It's not evenly distributed. Most of the warming is concentrated at night, not during the day, at winter, not during the summer, and in far northern latitudes. That pattern of warming, and as modest as it's been, does not suggest the parade of horribles that we frequently read about in the press. Public debate is a show. Le débat public est un spectacle. Je n'ai aucune formation scientifique et je n'ai même jamais obtenu de diplôme universitaire. Et les scientifiques étaient souvent recrutés par l'autre camp pour débattre avec des gens comme moi. Une fois, j'ai débattu avec le chef du Sierra Club de l'époque, un type nommé Karl Pope, à l'université du Wisconsin. J'ai eu environ un mois pour préparer ce débat, à lire tout ce que Karl Pope avait jamais dit sur le sujet, à savoir quelles preuves il aimait mettre en avant et à m'assurer que j'étais complètement imprégné de ses arguments pour connaître les meilleures façons de les contrer. Maintenant, songez à Karl Pope. Il a des responsabilités prenantes, il n'a pas le temps comme moi de préparer un débat. Je ne dis pas que j'ai explosé Karl, par la suite j'ai appris à le connaître et c'est un ami, mais les règles du jeu sont inégales. Ça a été une bataille constante avec de puissants intérêts économiques qui ne veulent pas changer. Et l'industrie pétrolière et gazière, et d'autres, ont rejeté la science et ont rejeté le processus. Ils ont vraiment commencé leur opération de blocage, d'obscurantisme et de déni. Les États affûtent leurs armes pour la première vraie bataille ouverte à la COP3 à Kyoto. Il faut obtenir le premier accord climatique, puis le faire ratifier par les pays les plus émetteurs. Aux États-Unis, la bonne volonté affichée du président démocrate Bill Clinton se heurte à la stratégie implacable du clan anti-climat. Avant même que la délégation américaine ne se rende à Kyoto pour la conférence, il y a eu un vote au Sénat. Une résolution appelée Bird-Hagel. Elle s'opposait à tout accord sur le changement climatique si certaines nations n'étaient pas dans le traité.
La résolution Byrd-Hagel est une arme redoutable. Elle pose comme condition à la ratification d'un protocole climatique qu'il ne cause pas de dommages à l'industrie américaine et ne lui impose aucun engagement, à moins que les pays en développement comme la Chine ne consentent aux mêmes efforts. La résolution est adoptée après un long travail de propagande des anti-climats. Turn off the lights, they say. Sure, I'll turn off the lights when I'm ready for bed, but I make sure that my mom sleeps with the light on, because if she gets up at night, I don't want her stumbling around in the dark. So why not let there be light? Is there a global warming problem? Thousands of scientists say no. But a global warming treaty could make turning on your lights a lot more expensive. Avant même l'ouverture de Kyoto, c'était une cause perdue. C'est arrivé parce que nous, lobbyistes, avons pendant 6 ou 7 ans martelé que les coûts économiques de l'action pour le climat seraient très élevés. Nous avons martelé qu'il faudrait une restructuration radicale de l'économie mondiale pour faire face au changement climatique. Nous avons martelé que l'action pro-climat était une menace existentielle pour les États-Unis. Grâce à cela, nous avons fait bouger l'opinion publique, à tel point que pas un seul démocrate au Sénat n'a voté contre la résolution Byrd-Hagel. À Kyoto, Laurence Tubiana, alors conseillère à Matignon, est en première ligne pour l'Europe. Avant que la délégation américaine arrive à Kyoto, elle a cette condition, cette contrainte, qui est les États-Unis ne vont pas faire plus en gros que la Chine. On est en 97, hein, la Chine, elle est depuis 91, elle a explosé sur les marchés mondiaux. Et donc, on ne va pas faire plus que les autres. Les Européens se heurtent au mur américain. Je ne pense pas que les États-Unis puissent maintenir une position de donneur de leçons s'ils ne consentent pas pour eux-mêmes des efforts importants. Les efforts européens aboutissent à la signature du protocole de Kyoto. Les pays développés s'engagent à réduire d'au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Mais comme on pouvait s'y attendre, le texte n'est pas ratifié par le Sénat américain. Le plus gros émetteur de l'époque reste en dehors du premier accord sur le climat et pointe la Chine comme coupable. C'était donc le début d'une division dans le rang des nations, entre ceux qui se sentaient responsables et ceux qui voulaient éviter à tout prix cette responsabilité. À partir de là, cette division a franchement hanté le processus. Le protocole de Kyoto est la première avancée dans la bataille qui fait reculer les industries fossiles. Mais elle est freinée par les États-Unis qui refusent la contrainte. La température planétaire s'est élevée de 0,7 degrés et le CO2 s'accumule toujours. L'an 2000. L'humanité entre avec allégresse dans le nouveau millénaire. Il n'y a pas eu le bug informatique redouté. Et au mois d'avril, la 30e journée de la Terre explose tous les compteurs. Des centaines de millions de personnes défilent avec un tout nouveau mot d'ordre : sauver le climat. La prise de conscience collective laisse augurer d'un passage à l'action contre le changement climatique. Mais soudain... La lutte climatique est encore une fois rattrapée par l'histoire. L'Occident bascule dans la guerre contre la terreur, et tant pour les politiques que pour l'opinion, tout message autre que sécuritaire est inaudible. Au sommet de la Terre à Johannesburg, 30 ans après Stockholm, l'ambiance est funèbre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le drame se déroule sous nos yeux. Dans le monde, les effets du réchauffement climatique s'amplifient. Plus de 7500 événements naturels extrêmes sont recensés entre 2001 et 2010. Ouragans, sécheresses, inondations, incendies géants deviennent de plus en plus fréquents. La montée des eaux, prédite par le GIEC,
menace d'engloutir l'île de Bola au Bangladesh. 500 000 personnes doivent être déplacées. Ce sont les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. Il pourrait être 250 millions en 2050. La paix mondiale est en jeu. C'est une question de paix. Quand 15 millions de personnes meurent et que des millions d'autres sont menacés de famine ou délogés de leur maison, de leur pays, cela provoque des guerres. Ce sont des générateurs de conflits. À bien des égards, c'est un terreau pour le terrorisme. La France n'est pas épargnée. Le bilan de la terrible tempête qui s'est abattue sur toute la partie nord du pays ne cesse de s'alourdir. Dernier chiffre, au moins 24 morts et des dizaines de blessés. Notre appartement est complètement bousillé. Et heureusement, il n'y a aucune victime. La facture totale des dégâts s'élève à plus de 4 milliards d'euros. Été 2003, c'est la canicule qui frappe. Elle tue 19 500 personnes. En réponse, on adopte des gestes symboliques d'économie d'énergie, comme éteindre la tour Eiffel. 5 minutes, c'est bien. Plus, ce serait dommage que la tour Eiffel est belle quand elle est illuminée. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que les politiques vont voir ce que ça représente? En 2004, en course pour la présidentielle américaine, John Kerry tente de remettre le sujet climatique au centre des débats contre George W. Bush. What I worry about with the president is that he's not acknowledging what's on the ground. He's not acknowledging the realities of North Korea. He's not acknowledging the truth of the science of stem cell research or of global warming and other issues. Mais les 2 heures de débat tourneront autour de la sécurité nationale. George W. Bush est réélu. Il aggrave la situation en lançant l'exploitation des gaz et pétroles de schiste, enfouis plus profondément que le pétrole conventionnel. L'extraction provoque des fuites de méthane, un gaz à effet de serre encore plus polluant que le CO2. En parallèle, la mondialisation s'intensifie. En 10 ans, la production de produits manufacturés et les échanges ont doublé. La consommation d'énergie fossile progresse à un rythme frénétique. Le GIEC multiplie les rapports alarmistes. Les lobbyistes du pétrole contre-attaquent. Un fax d'Exxon à la Maison-Blanche suggère que Robert Watson, son président devenu trop gênant, soit remplacé. L'industrie pétrolière a exercé une forte pression sur la Maison-Blanche. Nous pensons que Watson pousse le GIEC dans la mauvaise direction. Ça n'a pas de sens. Il faut savoir que le GIEC compte des centaines et des centaines de scientifiques du monde entier. Il est impossible qu'un seul président comme moi puisse biaiser le GIEC, parce que le document final est approuvé par les gouvernements avec le soutien de la communauté scientifique. Le fauteuil est désormais occupé par le docteur Pachauri, un Indien qui, espère les pétroliers, poussera moins à l'action que son prédécesseur. Les inquiétudes climatiques n'inspirent plus que les climatologues, certains citoyens et Hollywood. La bataille semble perdue. Quand subitement, à la surprise générale, une voix inattendue s'élève. Celle des assureurs. I came to the view quite quickly that climate change was going to create enormous costs, far too big for insurance to handle. In fact, by about 2040, we might see costs of as much as $1 trillion a year globally from climate change. Now, because of that, that means we need to do something serious at the political level to stop climate change happening. Le nombre de catastrophes naturelles a explosé depuis 1970, comme celui des dépenses des assureurs pour réparer les dégâts. Elles atteindraient $1 trillion en 2040. 2005, c'est le moment où les assureurs disent stop, on ne va pas pouvoir assurer les dégâts
causés par le changement climatique. Et ça nous coûte déjà très cher, et ça va nous coûter tellement cher qu'on ne pourra pas le faire. Si les gouvernements ne font rien, on ne va pas y arriver. Notre métier ne peut pas continuer. Et les assurances, dans un monde globalisé et dans un monde marchand, c'est central. C'est-à-dire, tu ne peux pas assurer, tu ne peux pas échanger. Si tu ne peux pas assurer, tu ne peux pas faire de calcul économique. Donc, l'argument fondamental des assureurs, c'est de dire arrêtez avec votre histoire d'incertitude du climat. La vraie incertitude, c'est sur la capacité du système économique à résister. Ce risque économique précipite la suite de l'histoire. Les assureurs veulent qu'un accord soit signé par tous les pays, Chine et États-Unis compris. Cela pourrait être à la COP 15 à Copenhague. Décembre 2009 au Danemark. Dans les plénières et les coulisses de l'ONU, l'enjeu des négociations est clair. Il faut obtenir un engagement des États-Unis et de la Chine. La Chine est devenue l'usine du monde. Elle est désormais le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Mais selon elle, elle ne fait pas partie des responsables historiques du réchauffement climatique et rejette donc toute contrainte qui pourrait entraver son développement économique. L'Inde est sur la même ligne. We hope that the relevant parties to show their political view. Otherwise, it's very difficult for us to break the brackets. Tous les chefs d'État et de gouvernement arrivent à Copenhague. La présence de Barack Obama, président démocrate, donne l'espoir qu'un texte ambitieux soit signé. Les maîtres du monde ont 24 heures. Avec le président Obama, nous sommes allés à Copenhague pour rencontrer la Chine et faire de ce sommet un succès. Obama vient négocier et rentre dans la salle, lui c'était en train de se concerter. Et là, il se trouve en face de l'Inde, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, qui veulent poser leurs conditions. La Chine a résisté. Elle s'opposait à un résultat qui aurait pleinement répondu aux aspirations de chacun. Le dernier soir, les États-Unis et la Chine, réunis avec un petit groupe de pays, décident d'un texte. L'Europe est tenue à l'écart dans une autre pièce. Et c'est quand même une ironie de l'histoire, c'est l'Europe qui tient le bâton de la lutte contre le changement climatique depuis 92 finalement, et c'est les Américains qui négocient un compromis qui d'ailleurs les engage extrêmement peu. Le texte de 3 pages, rédigé par quelques-uns, est sans engagement. Aucun objectif chiffré, aucune contrainte. Mis devant le fait accompli, les autres pays sont tenus de signer pour ne pas paralyser le processus. Ça a été un choc incroyable. Donc évidemment, il y a une colère des délégués de tous les pays qui voient passer les balles. Une colère des ONG parce que c'est un processus à la fois opaque et surtout échoué, puisque en fait, on a toutes les conditions de l'échec dans le texte de Copenhague. Et donc une dépression généralisée, dont beaucoup d'ailleurs de personnes ont eu du mal à se remettre. Le sommet de Copenhague est un fiasco, malgré la pression des compagnies d'assurance. Comment se relever d'une telle défaite? Pendant ce temps, la température planétaire s'est élevée de 0,9 degrés. Elle se rapproche dangereusement des 2 degrés fatidiques. Les politiques ont échoué à s'entendre, mais le secteur privé a senti, lui, le vent tourner. De nouveaux marchés prometteurs s'ouvrent dans le secteur des énergies renouvelables. Et même dans le bastion des énergies fossiles, la voiture, le verre est le nouvel or noir. Les mentalités changent. C'est tendance. Il y a des opportunités d'investissement, il y a des solutions. On voit commencer à se mobiliser de la recherche et de l'innovation
industriels pour des solutions sans carbone. Et peut-être d'ailleurs qu'au passage, on va peut-être pas avoir besoin des gouvernements parce qu'on va trouver les solutions nous-mêmes. Si on les trouve nous-mêmes, ça nous évitera les régulations et les contraintes. Signe des temps, le milliardaire Michael Bloomberg organise des sommets de l'économie verte. Ces nouveaux marchés attirent de plus en plus d'investisseurs. En 2019, 30 000 milliards d'euros, plus d'un tiers des fonds gérés par la finance, sont consacrés à la transition climatique. Mais investir vert ne suffit pas. Les banques doivent aussi ne plus financer les énergies fossiles. Pour les motiver, des ONG passent à l'attaque. Pour Lucie Pinson, prix Goldman de l'environnement, la lutte commence en 2013, lorsqu'elle découvre le projet Alpha Coal, une énorme mine de charbon en Australie, financée par la Société Générale. On va organiser des lettres, des interpellations internationales en direction de Société Générale. Et ça, on va maintenir ce rapport de force et on va ne faire que accroître la pression sur la banque pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que Société Générale annonce, décembre 2014, se retirer du projet. C'est une énorme victoire, mais malheureusement, il y a des centaines et des centaines d'autres projets d'énergie fossile, y compris dans le secteur du charbon, qui sont alors en développement. Grâce à la pression des ONG en France, la quasi-totalité des banques, assureurs et investisseurs se sont aujourd'hui désengagés du charbon. Pour le pétrole et le gaz, tout reste à faire. Les géants de la finance sont toujours au service du développement de nouveaux projets. Les COP s'enchaînent et se ressemblent. Les pays les plus vulnérables exigent qu'un accord international soit signé, seule façon de se faire entendre. La prochaine COP aura lieu en 2015, à Paris. Mais pour éviter un nouveau naufrage, les 2 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, Chine et États-Unis, doivent s'engager sur un accord contraignant. Parce que j'ai travaillé avec la Chine en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, j'y suis allé de nombreuses fois et j'ai rencontré le président Xi Jinping. Je connaissais bien leur état d'esprit et j'ai décidé qu'en tant que secrétaire d'État, il était peut-être possible de changer de dynamique avec la Chine. Sachant que si la Chine et les États-Unis parvenaient à sortir de l'impasse de Copenhague et à progresser, ce serait un signal pour tous les autres. Paris est prêt, nous allons y aller, nous allons y arriver. Paris est prêt à mener la lutte climatique quand tout à coup, 2 semaines avant la COP, la capitale bascule dans l'horreur. Les attentats de novembre 2015 font 130 morts et des centaines de blessés. Comme un acte de résistance, les dirigeants français et l'ONU décident de ne pas reporter la négociation climatique. We have come to Paris to show our resolve. We offer our condolences and we salute the people of Paris for insisting this crucial conference go on. La COP s'ouvre dans une atmosphère de recueillement et de solidarité. Le cœur de la négociation se déroule à cet étage. Venez, rentrez. Dans le bureau voisin, la négociatrice en chef consulte elle aussi, jour et nuit. Petits et grands pays défilent ici. Le ministre de l'Énergie des Émirats Arabes Unis, la ministre de l'Environnement sud-africaine, le chef de la diplomatie américaine. On a tiré les leçons de Copenhague, très précisément. De savoir qu'il fallait pas commencer du mauvais côté, qu'il fallait embarquer les pays en développement d'abord, dans tout le processus de négociation. Il faut que la négociation soit transparente. C'est pas dans une pièce fermée, c'est pas les plus forts qui négocient entre eux. Les négociations durent 2 semaines. Elles se débloquent dans les tout derniers jours et la dernière nuit. On n'a pas dormi pour beaucoup de jours, on est tous vraiment très fatigués. Et donc, commence ce tour de table à peu près à partir de 5 heures du matin. Et je commence par le groupe le plus difficile, qui était essentiellement composé des pays pétroliers,
de la Chine. J'explique ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester. Et un silence glacial, mais glacial. Je reprends la parole et je dis, vous savez, c'est le meilleur équilibre qu'on peut trouver. Si c'est pas ça, c'est fait, c'est cuit, c'est fait, c'est terminé. Je peux rien proposer d'autre. Et donc, je pleure d'épuisement, bon, je craque. Non, bon, c'est fini, quoi. Et là, je vois la déléguée vénézuélienne, l'ambassadrice du Venezuela, l'ambassadeur de l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Chine, qui se lèvent et qui viennent vers moi et qui me prennent dans leurs bras. Et ils me disent, on va te faire confiance. On va le faire. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est l'accord contraignant le plus ambitieux jamais signé par tous. 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Avec l'objectif de limiter le réchauffement planétaire, non pas à 2, mais à 1,5 degré, un formidable espoir, obtenu 43 ans après la déclaration de Stockholm. Mais la fête est de courte durée. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. Man. 6 mois après son arrivée au pouvoir, le républicain Donald Trump prend le monde à revers. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Aux États-Unis, la résistance s'organise. 10 États déclarent rester dans l'accord de Paris, suivi de 294 villes et comtés, 412 universités, 2300 entreprises. Leur cri de ralliement, « We are still in », nous sommes toujours dedans. La grande majorité des Américains est profondément engagée à faire quelque chose pour la crise climatique. Ils savent que c'est réel, que les négationnistes, les procrastinateurs sont une minorité. Mais ils sont une minorité puissante. Ils ont eu la capacité de ralentir le processus. Et nous, nous avançons, mais pas aussi vite que nous le devrions. Et même Jerry Taylor, le lobbyiste impitoyable, abandonne la lutte. C'est devenu clair pour moi lorsque j'ai rencontré un associé de chez Goldman Sachs. Il était responsable de leurs opérations de gestion des risques. Il a dit « Vous pensez de travers. Si vous pensez comme un capitaliste, si vous agissez comme un capitaliste, vous devez vous protéger avec une politique climatique. Une politique gouvernementale est le seul moyen de s'attaquer au problème. On ne peut pas le résoudre individuellement. » J'ai trouvé cet argument très fort. Ça a même été le coup de grâce pour moi, le signal que je devais corriger le tir et arrêter tout ça. Le calcul est purement économique. Certains ont finalement compris que l'action climatique coûtera moins cher que l'inaction. Des territoires paient déjà le prix fort, comme la côte du Pas-de-Calais qui affronte la montée des eaux. À 800, la dune a reculé de 300 mètres en 70 ans. Les maisons du bord de mer sont menacées. La collectivité a déjà dû débourser 6,5 millions d'euros pour renforcer la digue. Le changement climatique n'est plus une histoire de GIEC, de COP, de CO2 ou de degrés. C'est notre quotidien et nos biens dont il s'agit. Désormais, cette inaction climatique révolte des citoyens de plus en plus jeunes. Une lycéenne suédoise d'à peine 15 ans, Greta Thunberg, fait la grève de l'école. Elle accuse les adultes et exige que le gouvernement réduise ses émissions de CO2. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Malgré les moqueries et les menaces, des lycéens du monde entier lui emboîtent le pas. Le phénomène Greta marque l'entrée de la jeunesse dans la bataille.
À quoi bon étudier si on n'a pas d'avenir? D'autres bloquent les pollueurs sur leur terrain, comme à l'Assemblée générale de Total Energy, qui lance un pipeline pétrolier géant en Ouganda, le projet ICOP. Total, donc on essaie d'empêcher leurs actionnaires de rentrer. Pour l'instant, ça marche. On est plus de 250 et les actionnaires ne peuvent pas aller doter leur faux plomb. Camille Etienne, étudiante, veut empêcher cette bombe climatique de voir le jour. C'est un peu le climax d'une séquence qu'on essaie de faire monter de pression. En gros, sur une pipeline en Ouganda, qui est la plus grande bombe climatique de notre génération. C'est 34 millions de tonnes de CO2 chaque année, c'est 7 fois les émissions annuelles de l'Ouganda. Et donc en fait, Total fait ce projet-là. Et nous, on s'est dit, OK, on va pas laisser ça passer. Et là, à partir de maintenant, on vous bloquera partout où c'est possible, on sera là partout où vous êtes. En fait, ce que vous faites derrière des portes closes ne seront plus maintenant derrière des portes closes. Donc maintenant, faites votre choix, mais l'impunité est finie et c'est que le début. Un autre type d'action citoyenne est mené de front, l'attaque en justice. Bonsoir, on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. En 2018 est lancée l'affaire du siècle. L'action est soutenue par 2,3 millions de personnes. 3 ans après, le tribunal administratif condamne la France à compenser financièrement 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre émises en dépit de ses engagements. 1500 autres actions juridiques pour inaction climatique sont menées dans 30 pays à ce jour. Forte de cette vague de protestations citoyennes, l'Europe remonte en première ligne. This is a very special day. This morning, the College of Commissioners agreed on the European Green Deal. I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date, and it is out of touch with our planet. The European Green Deal is our new growth strategy. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. Le Green Deal vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce qui veut dire émettre autant de CO2 qu'on en absorbe, grâce à la nature ou de nouvelles technologies de capture. L'Europe deviendrait le premier continent climatiquement neutre. Autre point de bascule, l'Agence internationale de l'énergie, mise au défi par les ONG de respecter l'accord de Paris, fait sa révolution. Elle, qui a souvent soutenu les industries fossiles, appelle désormais à la neutralité carbone. Dans les 10 prochaines années, jusqu'en 2030, nous devons assister à une expansion massive des technologies d'énergie propre. Il n'est pas nécessaire d'exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, ni de construire de nouvelles centrales à charbon. Un pari possible, car le coût des énergies renouvelables concurrence aujourd'hui celui des énergies fossiles. Et comme la fin d'un mauvais rêve, Donald Trump quitte la Maison-Blanche. À peine élu, son successeur, le démocrate Joe Biden, signe le grand retour des États-Unis dans l'accord de Paris et promulgue un vaste plan climat. L'espoir renaît. Mais hélas, la guerre en Ukraine fait craindre un nouveau retour en arrière. Va-t-on reproduire l'erreur de 1973 et relancer la course aux énergies fossiles, anéantissant tout espoir de sauver le climat ? Cela ne peut pas devenir une excuse que certaines entreprises utilisent pour dire « nous devons avoir plus de pétrole, de gaz ou de charbon ». On ne peut pas ignorer la crise climatique, comme si elle disparaissait parce que l'Ukraine a été envahie. Nous devons faire face aux deux crises en même temps. L'indépendance vis-à-vis de la Russie
couper le cordon ombilical du gaz et du pétrole, c'est la sécurité. Et ça, c'est l'Europe. Et ça, mon grand espoir, c'est que la réponse européenne, elle tient, et elle tient sur l'idée qu'il faut se guérir de cette addiction aux fossiles, parce que c'est une source de guerre et de conflit. Retour à Stockholm après 50 ans de combat. Les données sont implacables. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et les plus pauvres, les premières victimes. La surconsommation des uns détruit la vie des autres. Le combat climatique rassemble désormais toutes les luttes. La crise climatique est clairement une question de justice sociale. Nous ne pouvons pas éradiquer la pauvreté ou la famine, obtenir l'égalité des sexes ou la justice raciale sans aborder la question du changement climatique. C'est quelque chose qui va au-delà des statistiques, qui concerne les gens. Pour gagner la guerre, il faut laisser les combustibles fossiles là où ils sont. Je vais être honnête, je ne pense pas que l'objectif de 1,5 degré soit réalisable à l'heure actuelle, à moins d'une incroyable percée technologique. Je ne pense pas non plus que nous puissions atteindre l'objectif de 2 degrés. Nous avons besoin que les gouvernements réduisent leurs émissions maintenant. À ce jour, la température planétaire s'est élevée de 1,1 degré. Le front pro-climat, armé de l'accord de Paris, s'est déployé. Renforcé par la jeunesse, solidifié par la justice, il est plus puissant et décidé que jamais. Que de temps perdu en 50 ans, que d'occasions manquées. Il n'empêche, chaque émission de gaz à effet de serre évitée limite toujours la hausse de température et ses effets dévastateurs. Notre action d'aujourd'hui détermine le réchauffement de demain. La bataille continue.